La beauté de la nature peut parfois aveugler les hommes. C'est sans doute le cas du Groenland, la plus grande île du monde. Le Groenland. Des millions de tonnes de glace à protéger ou de l'eau douce à profusion pour l'humanité. L'ingénieur français Georges Mougin ne se pose plus la question. Depuis 40 ans, il mène un combat obstiné. Son défi, prouver au monde qu'un iceberg, ce n'est pas simplement qu'une montagne de glace, mais de l'eau. Une eau vieille de 12 000 ans, sans doute l'eau la plus pure du monde. Georges Mougin connaît bien les icebergs. Que ce soit en Antarctique ou en Arctique, en bateau ou en ballon à air chaud, il a appris au fil du temps à mieux les connaître. Plus il les observe, plus son idée s'impose comme une évidence. La production d'icebergs de l'Antarctique représente les besoins humains de la planète entière. Chaque année, 350 milliards de tonnes de glace se détachent du Groenland et disparaissent à jamais dans l'eau salée de l'océan. Alors pourquoi ne pas prélever une infime partie de ce que la nature nous offre? Un iceberg. Des millions de mètres cubes d'eau douce, mais une goutte d'eau à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, Georges Mougin veut franchir une étape décisive, épaulé par des ingénieurs et des experts internationaux en glaciologie. Durant des mois, ces hommes vont travailler sur une idée simple à formuler. Peut-on s'emparer d'un iceberg au large du Canada et lui faire traverser l'Atlantique sans qu'il fonde? On devrait pouvoir trouver un iceberg. Grâce à des outils de simulation 3D révolutionnaires, le périple d'un iceberg virtuel a pu être modélisé et étudié. Une première mondiale. Pouvoir un jour utiliser l'eau d'un iceberg, est-ce un rêve, une utopie, ou sommes-nous aux portes de la réalité? Ed Keane est un chasseur d'un genre un peu particulier. Sa profession, chasseur d'iceberg. Nous sommes au Canada, le long des côtes de l'île de Terre-Neuve. Oh, there's a nice iceberg up here. Oh, il y a un bel iceberg là-bas. There's no small Il a l'air pieces encore coming intact. in. Oh, shit! Oh! You can film that? Good. Quelques mètres cubes de glace dérobés à un iceberg avant qu'il ne fonde. Mais pourquoi faire? Make sure you Assurez-vous que le bout de glace soit bien dans le filet. piece of ice. Vous ne le saviez peut-être pas, mais l'eau des icebergs, on la boit déjà. Et les Terre-Neuviens en ont fait une spécialité. Ed Keane doit maintenant livrer sa précieuse cargaison à la société Canadian Iceberg Vodka Corporation. Very good ice. Cette glace Very est good. vraiment bonne. What we need now, we On need aurait a couple besoin de of quelques like milliers de this. morceaux comme ça. L'eau d'iceberg est unique car elle n'a besoin d'aucun traitement. On la mélange à l'alcool et cela donne une vodka au goût incroyable. Les gens sont attirés par la singularité et l'authenticité de ce produit. C'est grâce à l'eau d'iceberg que nous utilisons. Elle évoque la pureté et l'aspect immaculé des icebergs du Nord. Boire de l'eau d'iceberg n'est donc pas une nouveauté. En 1773, le navigateur James Cook le faisait déjà. Aujourd'hui, des sociétés canadiennes exportent l'eau pure embouteillée des icebergs. Mais la production reste très limitée. C'est un vrai défi d'utiliser l'eau des icebergs dans notre production, car ceux-ci ne se récoltent qu'au printemps. Nous devons donc très bien gérer l'eau afin de pouvoir produire notre boisson toute l'année. Les icebergs qui fascinent tant Georges Mougin et qui disparaissent chaque année au large des côtes canadiennes naissent bien plus au nord, au Groenland, une des plus grandes réserves d'eau douce de la planète.
pour lui, embouteiller quelques milliers de litres d'eau d'iceberg n'est rien à côté de ce qu'il imagine. Ingénieur naval et diplômé des arts et métiers, George n'a qu'une idée en tête, s'emparer d'un iceberg et le convoyer là où les hommes ont besoin d'eux. La première fois que j'ai rencontré George, j'ai réalisé que certaines personnes réfléchissaient réellement à exporter un iceberg vers le sud de l'Europe. Je pense que c'est une idée très intéressante. C'est très difficile d'imaginer comment on peut y parvenir. Mais pourquoi pas? On peut faire tellement de choses et c'est un débouché si novateur pour l'exploitation de la glace. Exporter un iceberg. Déplacer un iceberg, ce n'est que déplacer le lieu où il va finalement fondre, car tous les icebergs, d'une façon ultime, fondent. Depuis 40 ans, George peaufine son projet de transfert d'iceberg. Bonjour. Aujourd'hui, il compte franchir un cap. Et c'est dans les locaux de la société Dassault Systèmes qu'il retrouve sa Dream Team, ses amis de longue date, glaciologues, météorologues ou océanographes. Parmi eux, François Mauviel, brillant ingénieur, son fidèle bras droit. Nous sommes ici pour tenter de prouver que faire traverser l'Atlantique à un iceberg de plusieurs millions de tonnes est possible. Tel est l'enjeu de cette rencontre à laquelle nous allons assister. Examiner si oui ou non il est possible d'appréhender un iceberg au large des côtes canadiennes de Terre-Neuve et de le convoyer jusqu'aux îles espagnoles des Canaries. Il y a des choses encore à démontrer, mais on a franchi quand même un grand pas dans cette démonstration grâce aux études qu'on a réalisées et qu'on va vous présenter au cours de cette réunion. Depuis plus de 4 millions d'années, la pluie, sous forme de neige, s'accumule au centre de l'île du Groenland et se transforme progressivement en glace. Cette gigantesque calotte glaciaire qui couvre 95% du territoire dépasse par endroits les 3 km d'épaisseur. Vous l'avez compris, les glaciers polaires et les icebergs qui s'en détachent sont donc une immense réserve d'eau douce qui se renouvelle sans cesse. Rien à voir avec la banquise, une mer salée qui gèle en fines couches durant l'hiver. Glissant de la terre vers la mer sous l'effet de son propre poids, le glacier de Jacobson à Ilulissat avance de plusieurs dizaines de mètres par jour. Ce formidable distributeur d'eau douce gelée produit chaque année 35 milliards de tonnes de glace. Plusieurs milliers d'icebergs partent ainsi à la dérive et disparaissent corps et biens dans les eaux tempérées de l'Atlantique Nord. Or, depuis quelques décennies, la production d'icebergs semble s'accélérer. Comprendre pourquoi les glaciers se désagrègent et libèrent de plus en plus d'icebergs dans l'océan, c'est le travail de David Holland de l'Université de New York. Nous voulons comprendre pourquoi les glaciers se jettent parfois plus vite dans l'océan. Notre théorie, c'est que l'océan se réchauffe, que l'eau chaude passe sous la glace et la fait fondre. Le seul moyen de vérifier cela est de mesurer la température de l'eau à proximité du glacier. David et son équipe survolent l'ice shelf, une immense langue de glace flottante encore prisonnière du glacier. Il ne lui reste plus qu'à viser les trous d'eau et propulser une sonde. Reliée à un ordinateur par un fil de cuivre, la sonde envoie instantanément ses précieuses données. Nous faisons cela depuis la surface de l'océan jusqu'au fond. Ce que nous avons découvert est très surprenant. L'eau la plus chaude est en profondeur. Ce phénomène, en accélérant la dislocation des glaciers dans la mer,
doit produire un nombre d'icebergs plus important. Il y a 10 ou 15 ans, personne ne pensait que cela pouvait arriver au Groenland, que la calotte polaire puisse réagir de façon aussi rapide avec un tel impact climatique. Effet de serre, réchauffement climatique ou diminution des précipitations neigeuses, les experts du monde entier tentent de comprendre. Pendant ce temps, l'eau douce des icebergs s'écoule dans l'océan. Ce que je vais vous raconter maintenant est rigoureusement vrai, même si cela ressemble à l'un des derniers contes de fées du monde moderne. Si vous étiez un émir ou un prince arabe et que vous ayez soif au milieu de votre désert, soif pour vous et pour votre peuple, alors vous vous diriez pourquoi ne pas amener un iceberg par la voie maritime et l'ancrer devant l'un de ces pays chauds pour s'en servir comme une sorte de réservoir. Un jour, je lisais cet article sur un capitaine qui était allé en Antarctique et avait remorqué un petit iceberg. J'ai pensé qu'avec la technologie de l'époque, c'était peut-être possible. C'est ainsi que tout a commencé. Pour acheminer un iceberg antarctique, les Saoudiens se tournent alors vers un expert des pôles, le français Paul-Émile Victor. Mais le projet est très ambitieux et Paul-Émile a besoin d'aide. C'est en 1975 que j'ai été sollicité ou questionné sur la faisabilité du transfert d'iceberg. Un de mes amis, Georges Mougin et moi-même, nous avons fait un petit calcul théorique pour voir si c'était possible de ramener un iceberg et nous nous sommes rendus compte que c'était probablement possible. La grande idée de Georges Mougin et de François Mauviel est de protéger l'iceberg pour ne pas qu'il fonde. Ces images désuètes de maquettes firent le tour du monde, au point que certains restent persuadés que le voyage de l'iceberg a bien eu lieu. Moi, j'ai été scotché en tant que jeune ingénieur sortant de l'école par ce récit technique et scientifique qu'il m'a fait dès le départ sur le projet. Mougin était le personnage clé. À la suite de ce contact avec le prince saoudien a été créée la société ITI, Iceberg Transport International. Cet iceberg est concassé et la glace est utilisée pour le cocktail de la conférence. En 1977, les experts mondiaux en glaciologie se réunissent aux États-Unis, dans l'Iowa, pour la première conférence internationale sur l'utilisation des icebergs. Très certainement, des icebergs seront remorqués vers diverses parties du monde, et pas seulement l'Arabie Saoudite, dans les 3 ou 4 années à venir. Les 5 conférences ont abouti à la conclusion que le projet était faisable, mais qu'il fallait plus de recherche et donc plus d'argent. C'était au-delà de nos moyens, alors nous avons tout stoppé. L'arrêt du financement saoudien met un terme à 5 années de recherche. Les incertitudes techniques l'ont emporté. Pour Georges Mougin, comme pour les autres chercheurs, il faut renoncer. Mais dans les esprits, l'idée refuse de mourir. Ça se fera. Si ça ne se fait pas tout de suite, ça se fera sûrement parce que c'est une des façons d'envisager la solution au problème de l'eau dans le monde. À la suite de l'arrêt des travaux, nous n'avons quand même pas cessé d'y penser et ce qui a été fascinant, c'est de voir que progressivement, les contraintes et les obstacles qui avaient fait interrompre le projet se levaient. Le principal obstacle était la méconnaissance des océans, et plus particulièrement des courants. Sans données suffisamment précises, il était impossible d'envisager un remorquage d'iceberg. Aujourd'hui, des satellites détectent ces phénomènes, mesurent instantanément la hauteur des océans. Des milliers de bouées comme celle de David Holland sont à l'écoute des mers, aux 4 coins du globe. Il y a eu une véritable révolution en océanographie depuis une dizaine d'années. On peut prévoir l'océan maintenant à l'égal de ce que l'on fait pour l'atmosphère. Et ça, il y a 10 ans, les simulations que l'on pouvait faire du transfert d'un iceberg de Terre-Neuve à Tenerife étaient impossibles. Analysant toutes ces données, les prévisionnistes ont peu à peu dessiné sur la carte du monde les grands courants océaniques. À l'image du ciel et des milliers d'avions qui le traversent, le transport maritime est maintenant beaucoup mieux maîtrisé. Pour Georges et ses collaborateurs, la donne a radicalement changé. Et ce qui n'était sans doute qu'une idée d'avant-garde
devient peu à peu réalité. En 2002, Georges a repris contact avec moi parce qu'il souhaitait relancer le projet en considérant des icebergs venant de l'Arctique, de l'hémisphère nord. Et on a repris un travail de recherche qui s'est concrétisé ces 2 dernières années par des études qu'on a réalisées en coopération avec Dassault Systèmes. Dassault Systèmes est le spécialiste de la simulation scientifique en 3D et des mondes virtuels. L'entreprise a créé un programme de mécénat intitulé « Passion pour l'innovation ». Le but, mettre au service de projets innovants la puissance de la simulation 3D et l'expertise de ses ingénieurs. Poussons en fait le défi plus loin et allons jusqu'à reconstituer dans le monde virtuel la route de cet iceberg pour pouvoir le voir. Il y a 40 ans, Georges et ses collaborateurs n'étaient sans doute pas pris au sérieux. Aujourd'hui, la réalité virtuelle permet de tester et d'éprouver toutes les idées, même les plus invraisemblables. Mais avant de pouvoir étudier et simuler un transfert, les experts vont devoir s'accorder sur le choix de l'iceberg à convoyer. En 1978, nous nous sommes posés sur plus de 20 icebergs. Quand on les voit dans l'eau, ils ont tous des histoires bien différentes. Il est essentiel de bien connaître celui qu'on choisira de remorquer. Choisir le bon iceberg. Trouver le candidat idéal pour une traversée de l'Atlantique. Tout est là. Pointu, biseauté, en forme de bloc ou de dôme, tous les icebergs ne ressemblent pas aux glaçons qui flottent dans un verre de scotch. Toutefois, pour les convoyeurs d'iceberg, il est un seigneur. Son sommet plat lui a valu le nom de tabulaire. Pourquoi les icebergs tabulaires sont-ils plus stables? Simplement parce qu'ils sont plus longs. Ils ont donc du mal à rouler sur eux-mêmes, contrairement à des icebergs de forme arrondie. Pour définir avec précision les caractéristiques physiques de l'iceberg à convoyer, Georges et ses collaborateurs ont décidé de faire appel à Chris Woodworth, consultant en géosciences marines à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. L'homme connaît mieux que quiconque les icebergs et c'est en duplex qu'il rejoint le comité. Bonjour Peter, bonjour Georges. Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis très heureux de parler à nouveau avec vous. Alors si je comprends bien, vous cherchez un iceberg tabulaire. Comme vous le savez, ici à Terre-Neuve, on connaît bien les icebergs. On vit avec. Donc si je peux vous aider, n'hésitez pas. Je peux vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Comment procédez-vous à Terre-Neuve pour profiler, c'est-à-dire dimensionner un iceberg? En fait, ce dont vous avez besoin, c'est de découvrir la forme de l'iceberg hors de l'eau et sous l'eau. Pour profiler l'iceberg sous l'eau, vous devez utiliser le drone sous-marin de Ralph Bachmeier de l'université. C'est une technologie très innovante. Il l'a équipé d'un sonar à visée verticale. Découvrir la partie immergée d'un iceberg, c'est-à-dire 90% de son volume total. Voilà le défi que s'est lancé Ralph Bachmeier. Si son robot sous-marin fonctionne, Georges et son équipe pourront franchir une étape décisive quant au choix de l'iceberg à convoyer. Ici, il n'y en a pas beaucoup, mais à l'avant, vous voyez, il y a une large extension qui continue sous l'eau. Il faut faire attention. Mais apparemment, on arrive à un bon endroit. Bien entendu, il faut aussi qu'on soit suffisamment loin du rivage. Un iceberg, c'est libre. Il peut rouler sur lui-même. Il n'est pas collé au fond de l'océan. C'est un animal dangereux. Il faut faire très attention. Prêt? Ok, laisse-le aller. There we go. C'est parti. Ok. So it's getting ready to dive. Ça va plonger. Préparation à la plongée. Le sonar embarqué à bord du drone permet de le guider. L'engin descend, suivant scrupuleusement les formes immergées de l'iceberg. Lorsque plus aucun écho ne lui parvient, c'est que la voie est libre. Le drone entame alors sa remontée, si tout va bien. Ok, j'ai les relevés GPS. Ouvrez l'œil. Le voilà. Regardez, là-bas. Il est à 15 mètres à peine.
Parfait. Bon boulot. Vous l'avez récupéré? Allez, on y va. Attention, attention, l'iceberg se brise. C'est la première fois que je vois un iceberg rouler sur lui-même d'aussi près. Oui, on a eu chaud. Regardez tous ces débris. C'est impressionnant. C'est beau, toutes ces formes façonnées par la fonte, les courants et les marées. Il y a aussi cette ligne bleue là-bas. C'est sans doute là qu'il va craquer la prochaine fois. Je suis très impressionné. Aujourd'hui, on peut donc découvrir avec précision la face cachée d'un iceberg. Il y a 40 ans, tout cela n'était que pure fiction. Anfractuosité, failles, évaluation de la masse totale, toutes ces données sont capitales pour Georges Mougin et son projet de transfert d'iceberg. Un iceberg tabulaire, c'est-à-dire stable, dont on connaîtrait les dimensions exactes et la masse. Voilà le candidat idéal qui traversera l'Atlantique. Reste aux ingénieurs à en dresser son portrait robot pour entamer virtuellement et étudier les opérations de transfert. Et de là, on obtient une première forme assez réaliste et en tout cas suffisante pour qu'elle soit soumise au comité scientifique. On entre dans la dernière phase qui consiste en gros à texturer l'iceberg, c'est-à-dire à lui appliquer un matériau de type glace sur le modèle 3D. Et on obtient ce joli iceberg que je manipule du bout du doigt. Il ne faut pas oublier que ça reste un monstre de à peu près 7 millions de tonnes et qui a la superficie de 2 terrains de foot et la hauteur d'un bâtiment de pas moins de 55 étages. Nous avons reconstruit autour du modèle 3D de l'iceberg un monde numérique complet, un monde virtuel, immersif, dans lequel nous allons pouvoir évoluer, et ça dans un but de validation de la cohérence du système imaginé par Georges Mougin et son équipe. Donc ce que je vous propose dès à présent, c'est de vivre l'expérience par vous-même et de plonger dans le bain. C'est notre tabulaire là. Donc ça, ça ressemble bien à ce qu'on recherche. On peut faire le tour pour vérifier de toute façon. Grâce à la réalité virtuelle, un système de projection panoramique sur 3 écrans géants, les scientifiques vont pouvoir se déplacer tout autour de l'iceberg et vivre en temps réel une expérience interactive plus vraie que nature. Un système immersif avec affichage en 3D et un son spatialisé permet de parfaire l'illusion, plongeant Georges et son équipe dans la 3e dimension. Pour ces spécialistes renommés des glaces polaires, jamais l'intimité avec un iceberg n'avait été aussi grande. En regardant ces images, force est de constater que les maquettes désuètes des années 1970 sont définitivement oubliées. Simulées dans un monde virtuel, toutes les étapes du transfert de l'iceberg vont pouvoir être étudiées dans les moindres détails. Je pense qu'on ne devrait pas aller plus près. Vous voyez déjà comme on est proche? Oui, c'est une expérience très réaliste. J'adore. Est-ce que vous avez déjà vu le dessous d'un iceberg? Je propose de descendre dans les profondeurs. Ça va devenir un peu angoissant. C'est assez... oui. Les formes sont assez adoucies par les courants en fait. Je ne savais pas si j'allais flotter ou pas, mais ici je me sens à l'aise.
C'est très impressionnant de ressentir la profondeur de l'iceberg et de réaliser à quel point c'est énorme. Énorme. C'est le moins qu'on puisse dire. Au Groenland, ces montagnes de glace que sont les icebergs semblent immobiles, comme figées pour l'éternité dans le bleu profond de l'océan. En réalité, ce paysage grandiose est éphémère. Lentement, les icebergs fondent, laissent s'échapper l'eau pure tant convoitée et entament leur longue migration, comme celui-ci sous les pas de Georges. Nous sommes maintenant ici sur un iceberg. Il est à la dérive très lente, donc il nous emmène. De rester sur cet iceberg qu'on s'y installe. En quelques années, on pourrait se retrouver au large de Terre-Neuve. Inlassable caboteur. Les icebergs de l'hémisphère nord dérivent sur plus de 3000 km, portés par le courant de Baffin, puis le courant du Labrador, jusqu'au grand banc de Terre-Neuve. Ce déplacement naturel est un avantage pour le comité scientifique. Inutile d'aller chercher l'iceberg au nord, il suffira de l'attendre au bon endroit. Traditionnellement, les icebergs tabulaires viennent plutôt de l'Antarctique. Mais à Terre-Neuve, leur fréquence augmente depuis quelques années. Cela signifie qu'on devrait pouvoir trouver un iceberg dont la forme et la taille seront convenables, c'est-à-dire un iceberg tabulaire d'environ 200 à 300 mètres de long. À présent, Georges et son équipe ont la certitude que des icebergs tabulaires parfaitement adaptés dérivent dans les eaux de Terre-Neuve. Pour les trouver, ils pourront compter sur un allié de choc. Les gars, j'ai l'iceberg en vue. On est à 300 mètres d'altitude. Le moment venu, la patrouille des glaces de Provincial Aerospace n'aura aucun mal à trouver le bon iceberg. Car chaque jour, ces hommes inspectent sans relâche la région qui relie la mer du Labrador au grand banc de Terre-Neuve. Cette surveillance constante des icebergs est née en 1914, afin d'éviter le renouvellement d'un traumatisme présent dans toutes les mémoires, le naufrage du Titanic. Durant des siècles, les icebergs ont été un véritable danger pour la navigation. Faute de pouvoir les maîtriser, on a tenté de les détruire, et par tous les moyens. Ce fut un échec retentissant. Les bulles d'air piégées dans la glace absorbent les ondes de choc provoquées par les impacts et les explosions. On a même tenté de les teindre en noir pour les rendre plus sensibles aux rayons du soleil. Échec encore. Ne pouvant faire disparaître les icebergs, les Terre-Neuviens ont appris à vivre avec. L'ennemi d'antan est même devenu une attraction, à condition d'en connaître sa position. Nous analysons les images satellites pour détecter les icebergs le long des côtes de Terre-Neuve et du Labrador. Nous indiquons aux touristes où aller le long des côtes pour voir des icebergs. Plusieurs sociétés, comme Sicor, ont développé une activité de surveillance d'icebergs. Un site internet ouvert au public dévoile en temps réel la présence de chaque iceberg présent le long des côtes. Mais rien ne remplace l'observation aérienne de la patrouille des glaces pour déterminer la morphologie exacte de chaque iceberg. Nous indiquons notre position par rapport à l'iceberg. Grâce à un examen visuel, nous l'identifions et le classifions. Trouver le bon iceberg au large du Canada, c'est donc possible. Mais il faudra faire vite. Georges Mougin et ses collaborateurs savent que Terre-Neuve marque le début de la fin pour les icebergs. Le réchauffement de l'océan ne leur laisse aucune chance de survie. Ce problème essentiel de la fonte de l'iceberg, Georges l'étudie depuis 40 ans. Remorquer un iceberg depuis les eaux froides de Terre-Neuve vers les eaux chaudes des îles des Canaries, que faites-vous pour éviter qu'il fonde? Je ne comprends pas, expliquez-moi. Pour que l'iceberg ne fonde pas, il faut limiter les échanges entre la glace et l'eau de mer environnante. Pour ça, il faut protéger cet iceberg avec un matériau étanche. Ce matériau, c'est un non tissé qu'on appelle
bidim en français, qui entoure l'iceberg. L'idée de protéger l'iceberg à l'aide d'un textile synthétique est une révolution. Pour bien comprendre l'efficacité d'une telle protection, il faut se rendre au Tyrol, dans les Alpes autrichiennes, là où des hommes tentent de contenir la fonte d'un glacier. Cette protection est faite avec un matériau dit géotextile, d'une épaisseur de 4 mm. Il résiste bien aux déchirures, reflète les rayons du soleil et a une très faible conductivité thermique. Ainsi, on peut réduire la fonte de manière très efficace. C'est un tissu synthétique qui fond à partir de 280 degrés. L'homme que vous voyez là presse les bandes l'une contre l'autre. Et ainsi, elles se soudent. En Europe, une dizaine de glaciers sont ainsi protégés, avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez cette petite pancarte blanche? Elle indique le chemin vers un refuge. Il y a 25 ans, elle était à la hauteur de notre tête. Du coup, ici, l'épaisseur du glacier n'est plus que de 120 mètres. Le vrai défi pour Georges a été d'élaborer avec les ingénieurs un système efficace de protection de l'iceberg. Pour la première fois, il va pouvoir visualiser et affiner le concept qu'il étudie depuis tant d'années. D'après ce que j'ai compris, premier élément de son dispositif, une ceinture flottante d'1 km de long et de 12 mètres de hauteur. Objectif, protéger les flancs de l'iceberg contre l'érosion naturelle des vagues. En termes de forme et de dimension, on est bon là ou pas? Oui. En un peu moins de 20 minutes, on a déjà une première idée de votre concept. On a réussi à le modéliser en 3D, là où il aurait fallu une bonne armée d'ingénieurs il y a encore quelques années sur les tables à dessin. Pour moi, c'est révolutionnaire. C'est remarquable. Il est donc techniquement possible de protéger la partie immergée de l'iceberg pour limiter sa fonte. Sa surface étant d'un blanc immaculé, elle réfléchira le rayonnement solaire. Tout va donc se jouer à la périphérie de l'iceberg et sous l'eau. En touchant ces sacs du doigt, Georges Mougin touche aussi la réalisation de son rêve. Placés sous la ceinture à laquelle ils servent de lest, ces sacs contiennent de longues bandes de tissu synthétique qui vont se déployer les unes après les autres. Au final, c'est une véritable jupe isolante qui épouse les contours de l'iceberg. Maintenant, on va rentrer dans un sujet très important qui est d'examiner l'efficacité de notre système de protection. Il faut qu'on valide qu'il est bien efficace pour avoir un iceberg de masse suffisante à l'arrivée. À l'aide de puissants logiciels de simulation 3D, François Mauviel et les ingénieurs se sont attaqués à l'épineux problème de la fonte de l'iceberg protégé. Ils ont tout d'abord conçu un modèle hydraulique permettant de calculer l'écoulement de l'eau le long de l'iceberg. Puis un modèle thermique mettant en évidence les échanges de chaleur. Tout cela dans un seul but, calculer l'efficacité d'un matelas d'eau, une sorte de double vitrage, emprisonné entre la jupe de protection et l'iceberg. On a un film d'eau de 12 cm, donc c'est l'épaisseur du matelas d'eau. Les résultats ont été sans appel. La présence d'un matelas d'eau ralentit de manière extrême, indiscutable, le processus de fonte de l'iceberg. Ainsi protégé, l'iceberg peut maintenant être remorqué.
Mais sait-on remorquer un iceberg de 7 millions de tonnes? Le premier remorquage d'iceberg a eu lieu en 1971, au large de la côte ouest du Groenland. C'était un test pour voir s'il était possible de remorquer un iceberg. À la fin des années 70, ou plutôt au début des années 80, la gestion des icebergs est devenue la passion de beaucoup de gens. Mais c'était surtout par nécessité. Remorquer un iceberg fait partie des opérations courantes. Certains peuvent trouver ça glamour, mais pour nous, c'est juste la routine. Chaque année, au large de Terre-Neuve, plusieurs dizaines de millions de dollars sont dépensés pour protéger les plateformes pétrolières offshore. Entre avril et juin, la saison des icebergs est à son maximum. Alors les compagnies n'hésitent pas à mobiliser de puissants remorqueurs pour dévier les icebergs de quelques degrés seulement, afin d'éviter tout risque de collision. Les techniques de remorquage d'iceberg ont longuement été étudiées par les Terre-Neuviens. Freeman Ralph est un expert. Il rejoint en duplex le comité. Pour minimiser la résistance pendant le remorquage, on pourrait se dire qu'il suffit de tracter l'iceberg dans le sens de la longueur. Mais pour éviter que l'iceberg bouge dans tous les sens derrière vous, il faut plutôt le tracter perpendiculairement, à son côté le plus grand. Quel type de navire peut remorquer un iceberg de 7 millions de tonnes? 7 millions de tonnes, c'est l'équivalent de 25 supertankers. Ok, c'est parti, Jean. La réponse est sans doute ici, à bord de l'Argonaut, un navire de 70 mètres de long basé à Brest. Véritable dépanneuse des mers, l'Argonaut est un supply. Il dispose de la même puissance de remorquage que les navires utilisés par les compagnies pétrolières canadiennes. Ce type de bâtiment est apparu au début des années 80. À cette époque, l'exploitation offshore est en plein essor. Aujourd'hui, à Terre-Neuve, nombre d'entre eux pourraient prendre en charge le convoyage d'un iceberg. Nous avons 2 moteurs Bergen, 9 cylindres, de 5500 chevaux. Le trail ici est un trail de 350 tonnes de traction. Par contre, la traction du navire, elle n'est que de 170 tonnes. Une traction au point fixe de 170 tonnes, c'est considérable. Mais la puissance du navire n'est pas le maître mot pour convoyer un iceberg. Il suffit de le guider, le dévier de quelques degrés seulement, et non de le tracter avec férocité. Grâce à la simulation, c'est au tour de François Mauviel de visualiser et de valider les dernières phases de l'opération. Devant lui se déploie un gigantesque filet, la Seine. Un astucieux système qu'il a conçu avec Georges pour protéger et remorquer l'iceberg. Utilisée jusqu'alors pour la pêche au thon, la Seine fonctionne à la manière d'une bourse. Déployée autour de l'iceberg, elle se referme lentement, plaquant la jupe de protection sur le fond et le long des parois de glace. Cette montagne de glace peut maintenant entamer sa longue traversée de l'Atlantique Nord. Encore faut-il intégrer les paramètres de fonte de l'iceberg et de navigation qui permettront aux experts d'analyser heure par heure les étapes du transfert. Après avoir modélisé l'iceberg, nous avons créé un modèle de navigation intelligent. Concrètement, le modèle permet de simuler le transfert tel qu'il se déroulerait dans la réalité. On prend en compte les phénomènes météorologiques ou physiques complexes et on peut suivre un certain nombre de compteurs tels que la vitesse du convoi en temps réel, la perte de masse de l'iceberg, sa fonte, mais aussi la consommation du bateau. Top, c'est parti. C'est l'heure de vérité. Dans les minutes à venir, grâce à la simulation, Georges et François sauront si oui ou non ils ont raison. En toute logique, il faudrait plus de 5 remorqueurs comme celui-là pour tracter 7 millions de tonnes de glace. Mais le bilan énergétique d'une telle opération serait catastrophique. Alors c'est avec un seul remorqueur qu'il faudra tenter le pari. Mais comment s'y prendre? Laisser la nature faire le travail. Voilà l'idée. Il ne s'agit plus de remorquer un iceberg, mais bien de l'assister dans sa dérive naturelle. La dérive assistée consiste à tirer parti au maximum du courant, du vent et des vagues, et pas les combattre, et d'utiliser simplement
la force du remorqueur pour altérer la dérive naturelle dans la bonne direction. Chacun peut maintenant visualiser en temps réel l'incroyable voyage de l'iceberg. À la vitesse moyenne d'1,5 km/h, il dérive. Cap vers l'île de Tenerife, dans l'archipel des Canaries. Georges Mougin connaît bien ces îles et ces inextricables problèmes d'eau qui ne cessent d'empoisonner la vie de ses habitants. Pour son projet de transfert d'iceberg, les Canaries sont une aubaine. La distance qui sépare ces îles des côtes de Terre-Neuve est raisonnable, environ 3500 km. L'infrastructure d'accueil de l'iceberg ne poserait pas de problème majeur en comparaison d'autres régions du globe. Et puis surtout, l'eau douce est une denrée rare. Les 300 jours d'ensoleillement font le bonheur des touristes, mais pas celui des gens qui vivent ici. Cette galerie va tout droit jusqu'au sommet de la montagne. Ça a été un vrai travail de titan pour la construire, année après année, avec des moyens très rudimentaires. L'eau sort de la galerie, vous voyez, elle vient jusque là et ensuite elle part dans le tuyau. Des siècles de quête frénétique pour s'approprier la moindre goutte d'eau douce ont transformé le paysage en un chaos insensé. Mais comment résoudre une situation aussi absurde et catastrophique pour l'homme et son environnement? Avant, il n'y avait pas d'entreprise qui traitait l'eau. On ouvrait une galerie comme ça, entre quelques personnes. On extrayait l'eau et on la distribuait dans une zone. En fait, chacun achetait sa tuyauterie et installait son tube jusqu'à sa propriété. C'est pour cela qu'il y a un tel chaos ici. Écartelés entre des ressources rares et des besoins croissants, les Canaries ont fait le choix de multiplier les usines de dessalement. En moyenne, 80% de l'eau douce consommée dans l'archipel est de l'eau de mer purgée de son sel par un passage à travers des filtres extrêmement fins. Ce système appelé osmose inverse est le plus répandu. Mais la technique qui semble miraculeuse a son revers de médaille. Les usines sont chères à construire et à entretenir. Elles consomment énormément d'énergie, rejettent du CO2 dans l'atmosphère et pour couronner le tout, elles empoisonnent la mer. Nous sommes devant la canalisation de rejet des saumures. Plus de la moitié de l'eau qui est pompée de la mer est rejetée ici sous forme très salée. Actuellement, on mène des enquêtes aux Canaries. Nous faisons du dessalement depuis les années 1960. Il y a probablement certains impacts sur l'environnement dont nous n'avons pas encore conscience. Bienvenue aux Canaries, Georges. Alors Georges tente de convaincre encore et toujours qu'une alternative au dessalement est possible. Et pourquoi ne pas utiliser dans les années à venir l'eau d'un iceberg? À l'image d'autres régions du sud de l'Europe, les Canaries se sont lancés à corps perdu dans l'agriculture intensive sous serre. Papaye, tomates, bananes, tout pousse ici. Parfois et par obligation au prix d'une consommation d'eau déraisonnée. Alors un iceberg aux Canaries, une alternative au manque d'eau. Pour Georges, l'idée est loin d'être une absurdité. Moi, je suis convaincu qu'on peut amener un iceberg aux Canaries. Je pense que ça répond à un besoin important de cette île, où il y a quand même des problèmes d'eau. Donc un iceberg peut contribuer à solutionner tous ces problèmes. Pour calculer cette simulation de transfert d'iceberg, les ingénieurs ont intégré au modèle de navigation l'ensemble des données météorologiques et océanographiques réellement observées sur une année. La forte tempête qui fait rage au 22e jour du transfert a donc bien eu lieu par le passé. Alors il a fallu anticiper. L'analyse de la résistance du câble n'a pas échappé aux ingénieurs. Savoir comment se comporte un iceberg en pleine mer est un vrai défi. Certains se brisent, d'autres pas. Véritable défi technologique. On a même simulé la fracture totale d'un iceberg de 7 millions de tonnes pour comprendre le phénomène et en analyser les conséquences. 24e jour de transfert. La tempête s'est enfin calmée, mais cette fois le convoi est pris dans un tourbillon de surface, ou eddy comme le nomment les spécialistes.
Il s'arrête et revient sur ses pas. Impossible de lutter contre les courants contraires. Typiquement, à ce moment-là, le bateau va arrêter de tracter parce qu'on arrive dans des conditions assez fortes en vague et se laisse dériver naturellement vers l'objectif. On se remet en dérive naturelle dans des situations où l'effort de remorquage qu'on apporte est du même ordre de grandeur ou plus faible que les efforts naturels. Le vent comme allié. Le vent pour limiter la consommation en carburant des grands navires à moteur. Vous ne rêvez pas. La technologie est là et elle fonctionne déjà. L'initiative revient à la société allemande SkySails, basée à Hambourg. 95% des marchandises transportées dans le monde se faisant par cargo, la limitation de la consommation des navires est devenue un enjeu majeur. Danilo an alle, wir sind auf Position. Libérés au bout d'une potence hydraulique à hauteur réglable, les 300 mètres carrés de la voile se déploient et prennent de l'altitude, à la rencontre des grands vents. Avec un tel système, l'économie de carburant dépasserait les 30%. Georges Mougin et son équipe ne pouvaient l'occulter dans leur projet, soucieux de minimiser le coût énergétique d'une telle opération. Ayant quitté Terre-Neuve le 8 juin, le convoi entame 4 mois plus tard la fin de son incroyable odyssée. Les Canaries sont en vue. On vient de démontrer qu'on est capable d'arriver, en utilisant bien sûr un modèle de simulation, à une destination qu'on s'est fixée, qui était les îles Canaries. Les scientifiques ont choisi de stopper le convoi à quelques centaines de mètres de la côte de Tenerife et d'ancrer solidement l'iceberg. Ainsi, son système de protection et les fonds marins ne seront pas endommagés. La simulation a parlé. L'iceberg a perdu un tiers de sa masse. La glace est donc là et en quantité suffisante pour que Georges s'en émeuve. Ramener 4 millions de tonnes aux Canaries, c'est quelque chose. On a mis 141 jours pour arriver et il reste un peu plus de 4 millions de tonnes. On en avait un peu plus de 6,5 au départ et on a consommé un peu plus de 4000 tonnes de fuel. 4000 tonnes de fuel pour 4 millions de tonnes d'eau douce. Pour Georges et toute son équipe, l'opération est un succès. Un jour peut-être, les Canariens ne s'étonneront pas de voir un tel iceberg le long de leur côte. Rappelons qu'à lui seul, il sera capable de fournir en eau douce une ville de 70 000 habitants pendant 1 an, alimentera en eau froide et à très faible coût tout un réseau de climatisation. C'est excitant car c'est un projet innovant. Il y a 30 ans, on nous a pris pour des fous. Certains le pensent sans doute encore aujourd'hui. Après avoir vu la simulation, ça me semble maintenant un peu plus réalisable. Je pense que ce projet est une vraie réussite. Ce succès théorique ouvre la voie à la pratique. Je suis vraiment content de ce que j'ai vu aujourd'hui. L'activité de l'homme et son impact sur l'environnement ne sont plus à démontrer. Tandis que la planète se réchauffe, la population mondiale augmente et l'accès à l'eau potable devient de plus en plus difficile. Dessalement de l'eau de mer, rationnement, les hommes tentent par tous les moyens d'enrayer la pénurie.
Alors pourquoi ne pas utiliser l'eau de quelques icebergs, un soulagement pour les régions sinistrées, une goutte d'eau à l'échelle des océans? Car il y en a tellement. Dans quelques années, le rêve de Georges Mougin deviendra sûrement réalité. Car au travers de cette étude sans précédent, un cap décisif vient d'être franchi. Bien sûr, il reste beaucoup à faire. Continuer la recherche, prouver scientifiquement que la présence d'un tel monstre de glace n'a qu'un très faible impact sur l'écosystème d'un pays chaud. La simulation et la réalité virtuelle ont démontré que Georges Mougin n'est pas qu'un visionnaire. Et elle a surtout prouvé que son idée mérite d'être concrétisée. C'est le projet important dans ma vie. Il m'a occupé pendant près de 40 ans et j'aimerais évidemment le voir aboutir.